Il n'y aura pas d'augmentation des taxes sur le gaz, c'est ce qu'assure Maud Bréjon, la porte-parole du gouvernement. Vous saluez cette mise au point ? Non, mais parce que c'est une bonne nouvelle dans un océan de mauvaises nouvelles. Donc, en fait, ça ne remplit pas son rôle. Si vous voulez, le gouvernement aurait pu vraiment faire un geste, par exemple, non pas sur le gaz, mais sur l'électricité. Le prix de l'électricité là, il y aura une hausse baisser. des taxes, mais une baisse du prix total. Mais donc, le gouvernement aurait pu répercuter cette baisse du prix de l'électricité sur les factures des Français. Pas du tout. Il va augmenter les taxes, ce qui fait que beaucoup de Français vont évidemment payer leur électricité plus cher. Mais il ne vous a pas échappé que le gouvernement cherchait de l'argent. Il ne m'a pas échappé que le gouvernement cherchait de l'argent dû à sa très mauvaise gestion durant toutes ces années, dû à la catastrophe du bilan des gouvernements d'Emmanuel Macron. Les Bruno Le Maire, les Gérald Darmanin, les Gabriel Attal, tous ceux qui ont géré les finances de la France sont responsables. Et aujourd'hui, ce que je vois, c'est un budget dans lequel il n'y a pas beaucoup d'économies et beaucoup de prélèvements. Il y a 2 fois plus, en réalité, de prélèvements, d'impôts que d'économies. C'est le calcul du Haut Conseil des finances publiques. Voilà, c'est pas mon calcul, c'est un fait réel. Parce que ça veut dire que, comme Éric Coquerel, le président de la Commission des finances de la France Insoumise, vous dites qu'il faut une commission d'enquête pour avoir la vérité sur ce qui s'est passé ces derniers mois. Mais vous savez, pendant les élections européennes, Jordan Bardella demandait un audit des finances publiques. Les opposants se sont moqués de lui en disant « mais pas du tout, tout est sur la table, etc. » Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a des dérapages énormes, que l'année dernière a été une année dans laquelle les déficits ont totalement explosé. Donc oui ou non à la commission d'enquête ? Bien entendu, c'est tout à fait bienvenu. Tous les moyens qui permettront d'y voir clair. Il y aura d'ailleurs, bien entendu, je crois, en début d'année prochaine, à nouveau des réunions de la Commission des finances et Bercy qui sera obligé de se pencher sur la justification de tout ça. Très bien, mais s'il doit y avoir une commission d'enquête, très bien. Il était même plus que temps, enfin, qu'on ait ce devoir de transparence absolument totale pour les Français. Ça fait d'ailleurs un peu, cette commission d'enquête fait écho à une proposition que nous avions formulée avec Marine Le Pen et Jordan Bardella pendant les élections législatives. C'était le fameux audit des finances publiques et des comptes publics, puisque ça fait un moment maintenant, ça fait déjà 1 an qu'on voit que tout n'est pas dit, tout n'est pas clair sur le budget français. On se retrouve à voter, à débattre sur des budgets qui ensuite passent de force à coup de 49.3 par le gouvernement. Et finalement, on se rend compte 3, 4, 5 mois après que finalement ce budget était insincère, qu'il était faux, qu'il maquillait des déficits de plusieurs dizaines de milliards d'euros. Bref, on doit un travail de vérité pour les Français et donc cette commission d'enquête est tout à fait la bienvenue. Maintenant, on va regarder concrètement ce qu'il y a dans cette loi immigration et je crains que, pour l'instant, les signaux qui nous sont donnés, parce que, si vous voulez, il y a les déclarations et puis il y a les faits, il y a les décisions derrière. Or, les discours, ils n'engagent que ceux qui les tiennent. Moi, je vois que dans le budget, le gouvernement de Michel Barnier s'apprête à augmenter de 100 millions d'euros l'aide médicale d'État, c'est-à-dire la gratuité des soins, l'enveloppe qui est consacrée à la gratuité des soins pour les étrangers en situation irrégulière qui peuvent venir en France et même se faire recoller les oreilles aux frais de la princesse. Ce budget-là, il est en augmentation. Donc, encore une fois, il y a des discours, il y a des actes. Nous attendrons évidemment cette loi immigration avec impatience. C'est une demande du Rassemblement national. Elle dit notamment qu'il y aura dedans la question de l'allongement de la durée de détention en centre de rétention administrative de 90 jours à 210 jours. Ça vous plaidez pour ? Non seulement je plaide pour, mais je l'avais proposé lors des élections européennes et lors de la campagne des élections législatives. Par conséquent, si cette mesure du Rassemblement national est mise aux voix, évidemment que les députés du RN la voteront, bien sûr. L'AMU, c'est-à-dire une aide médicale d'urgence, ça aussi, vous la voterez. Mais c'est contredit par l'augmentation même du budget de l'aide médicale d'État. Donc, moi, je me méfie, si vous voulez, des annonces qui consistent à vouloir endormir un peu l'opposition et à vouloir endormir les électeurs du Rassemblement national. C'est vous qui essayez d'endormir. Donc, bon, je sais pas j'imagine que c'est pas vis-à-vis du PS qui lance cette idée-là. Madame Bréjon, que j'ai écoutée hier sur votre antenne, elle est macroniste. Bon, il se trouve que les macronistes, depuis 2017, ont franchi un à un tous les records de la politique d'immigration conduit à sa tête par Gérald Darmanin. Record d'immigration légale, record d'entrée illégale sur le sol français, record du nombre de demandes d'asile et évidemment un record européen de la faiblesse à l'égard de l'exécution des obligations de quitter le territoire français. On a un nombre qui est très très bas par rapport à la moyenne européenne, ce qui me fait dire qu'il y a beaucoup de gens qui rentrent dans notre pays et peu de personnes qui sortent alors qu'ils devraient être reconduits dans leur pays d'origine. À l'époque, tout le monde m'a dit, les journalistes en tête, vous voulez gagner du temps, toutes les données sont sur la table et j'entends, y compris Monsieur Dos sur votre antenne, dire que c'est du jamais vu. Ce qui se passe aujourd'hui avec les finances de l'État, c'est du jamais vu et il y a beaucoup de nos compatriotes qui se demandent où passe l'argent. Comment on peut expliquer aux Français dans le contexte actuel qu'on va augmenter le budget de l'Élysée, qu'on va augmenter le budget du Parlement et qu'on va augmenter
qu'on va dérembourser des soins avec l'augmentation du ticket modérateur, c'est-à-dire qu'on va dérembourser des soins par la sécurité sociale qui vont donc être pris en charge par les mutuelles, qui vont donc, on le sait, augmenter le prix des contrats santé et augmenter leurs tarifs, quand dans le même temps, on augmente le budget de l'aide médicale d'État, c'est-à-dire quand on augmente l'enveloppe, je l'ai dit tout à l'heure, qui est consacrée à la gratuité des soins pour les étrangers en situation irrégulière. Mais comment on peut prendre ce type de décision quand on fait de la politique et quand on prétend avoir conscience des difficultés que vivent aujourd'hui nos compatriotes et des difficultés qu'ont des millions de Français à boucler les fins de mois. Le ministre de l'économie, sur ce point notamment de l'augmentation du budget de l'Assemblée et de l'Élysée, a répondu hier... De qui on se moque là ? C'est-à-dire qu'on a un gouvernement qui vient nous dire on va augmenter le budget du Parlement et le budget de l'Élysée. Et ensuite, quand on est sur les plateaux de télé, on vient dire cette hausse, elle est scandaleuse, on ne va pas la faire. Mais enfin, est-ce que vous vous rendez compte du niveau de déconnexion ? Est-ce que vous vous rendez compte du fossé qui est en train de se créer aujourd'hui entre les gens qui nous écoutent ce matin, à qui on vient dire on va dérembourser, on va augmenter les taxes sur l'électricité. De l'autre, ils entendent et ils lisent par l'intermédiaire de vos confrères qu'on va augmenter le budget de l'Élysée, augmenter le budget du Parlement. Et on a le ministre de l'économie qui nous dit que c'est pas de sa faute. Il y a une mesure, une seule pour l'instant qui est donnée par le gouvernement, c'est de dire qu'on va rallonger le délai de rétention dans les centres de rétention administrative. Le délai de rétention, c'est-à-dire qu'on le ferait passer par exemple jusqu'à 210 jours. Est-ce que ça, c'est une mesure que vous appelez aussi de vos vœux ? Évidemment, toutes les mesures qui pourraient permettre de davantage protéger les Français, on y est évidemment favorable. Mais il ne faut pas s'arrêter à ça, évidemment. La rétention, c'est bien, mais ensuite, il faut pouvoir justement mettre en exécution les OQTF et faire en sorte bien que les pays d'origine reprennent les ressortissants dont nous ne voulons plus sur le sol français. Un ressortissant que l'on souhaite nous expulser, il faut qu'il y ait des sanctions claires avec tout simplement un arrêt des aides au développement, un arrêt de la délivrance des visas. Tout ça, c'est déjà possible administrativement, mais les politiques, les gouvernements successifs ne s'en saisissent pas et ne mettent pas à exécution ces menaces. Mais précisément, ça c'est déjà possible. C'est déjà possible, mais personne ne le fait. Il y a qu'un malheur, c'est que personne ne le fait. Oui, monsieur Pittman, il ne comprend pas pourquoi il faut une nouvelle loi immigration. Je vais lui ouvrir les yeux, puisque visiblement, il ne veut pas voir la réalité. On ne vit pas dans la même France. Vous avez Philippine, dont l'assassin présumé qui avait déjà été condamné pour viol faisait l'objet d'une OQTF et qui n'avait donc pas été exécuté. Vous avez Lola, cette petite fille qui a été violée, qui a été tuée par une clandestine sous OQTF algérienne qui est aujourd'hui sa meurtrière présumée. Vous avez aussi Laura et Morane, ces deux filles qui ont été égorgées, éventrées par un terroriste islamiste en situation irrégulière à la gare de Marseille-Saint-Charles. Et en réalité, je sais que vous aimez faire des chifoumis à l'Assemblée nationale, mais il faudrait être sérieux et voter des lois pour protéger les Français. Mais la loi déjà existe. Vous êtes obsédé, Germaine, vous êtes obsédé par le droit des clandestins. Vous avez même été faire un séjour dans des tentes à Toulouse auprès de personnes en situation régulière. Moi, je suis obsédé par le droit des victimes et notamment singulièrement de protéger les Françaises et les Français. Alors, et malheureusement, quand c'est pour Naël, vous défilez aux côtés de sa mère pour dénoncer les violences policières qui n'existent pas. Mais pour les victimes que vous ne voyez pas, sur la police judiciaire, monsieur Pittman, j'ai été policier avant tout. Effectivement, monsieur Darmanin a sacrifié la police judiciaire et nous la remettrons en place. Quand j'étais syndicaliste, j'en parlais déjà avant vous, donc vous avez raté des épisodes ou peut-être mal lu vos fiches. On en est là aujourd'hui en France à se dire quand on veut rendre hommage à des profs qui ont été tués de façon horrible, affreuse, on est inquiet pour savoir comment ces hommages vont être rendus. Et il y a même une question subsidiaire, est-ce que cette minute sera rendue dans tous les établissements ? Bien sûr. Parce que ça ne peut pas être imposé en fait. C'est un peu sur la base du volontariat des responsables des établissements. Ça sera intéressant également à regarder. Alors c'est très très bien évidemment de faire cette journée, cette minute de silence, mais en fait depuis Samuel Paty, question qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui a changé ? Est-ce que le hashtag pas de vague est toujours là ? Oui, bien sûr que oui. Est-ce que les minutes seront respectées ? Bah non, vous venez de le dire, bien sûr que non. Et c'est vieux. Vous vous rappelez du rapport Aubin ? Ça date du début des années 2000. Et c'est un haut fonctionnaire du ministère de l'Éducation nationale qui pointait du doigt toutes ces dérives islamistes. Et tous les gouvernements, tous les ministres de l'Éducation nationale, celui qui l'a reçu, c'est François Fillon. Sous le tapis. Et puis tous ceux qui sont succédés, de droite, de gauche, du centre, ils ont tout mis sous le tapis. Voilà, on en est là. Moi, j'ai le souvenir de la réponse de Marine Le Pen à la tribune de l'Assemblée qui dit une des conditions pour qu'on ne censure pas le gouvernement Barnier, c'est qu'il y ait une loi immigration. Donc en fait, votre coup de pression a fonctionné. Vous dites bravo Michel Barnier ? Ça s'appelle l'opposition d'influence. C'est-à-dire que nous sommes le premier groupe à l'Assemblée nationale. Nous portons la voix de 75% de Français qui n'en peuvent plus de cette immigration telle qu'elle est gérée aujourd'hui. Et nous la portons à l'Assemblée nationale. Et clairement, nous sommes entendus.
en tout cas dans les intentions, parce qu'on a vu qu'il y a eu beaucoup d'agitation dans le passé sur la question de l'immigration. Il va falloir passer maintenant à l'action. Parce qu'effectivement, on nous promet une loi immigration, mais Jean-Louis Debré l'a très bien expliqué. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Voilà. Est-ce qu'on réforme le droit du sol ? Est-ce qu'on supprime les allocations familiales aux étrangers qui sont arrivés en France ? Est-ce qu'il y aura un départ immédiat pour les délinquants et les criminels étrangers une fois qu'ils auront purgé leur peine en France ? Vous rédigez vous-même cette loi, en fait. Donc, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va proposer, comme on le fait depuis l'élection présidentielle, un référendum pour que les Français se prononcent et qu'il soit inscrit dans notre Constitution les principes de l'immigration tels que les Français le veulent. Les Français vont voir leurs soins de santé déremboursés de 70% à 60% au moment où le gouvernement va augmenter l'aide médicale d'État, c'est-à-dire les soins gratuits aux clandestins. Pour l'instant, on ne prend pas le chemin d'une révision de la politique migratoire. Quelques éléments de précision, Laurent Jacobelli. D'abord, sur la question de la possibilité de réformer la Constitution, les textes tels qu'ils existent, en tout cas l'article 11, ne permet pas normalement de consulter les Français sur la question migratoire. Je parle sous le contrôle de Jean-Louis Debré. Il y a débat. Non, il n'y a pas débat. Ah si, il y a débat. non, il n'y a pas Parce débat. on parle des questions sociales, par exemple, et économiques. L'immigration a un impact en tout cas, la majorité des juristes considèrent qu'il n'y a pas de possibilité. Deuxième élément, juste sur la question de l'aide médicale d'État. C'est votre avis, mais mais attendez, il y a quand même débat. Avis, je crois que c'est une question de droit, et si on reprend ça, le général de Gaulle n'aurait jamais pu faire son référendum. C'est effectivement la seule exception. L'intention, elle est claire. Les Français doivent faire des efforts, pas les migrants. Costume noir, Marine Le Pen répond pendant plus de 6 heures aux questions du tribunal. Elle maintient que les missions d'assistants parlementaires et de collaborateurs du parti sont indissociables. Il y a tout de même une différence de statut, rétorque la présidente. C'est vrai, répond Marine Le Pen, mais ce n'est précisément qu'une différence de statut. C'est au député et à lui seul de déterminer la nature du travail effectué. La présidente du groupe RN à l'Assemblée assume le rôle politique des assistants parlementaires. Nous ne sommes pas une entreprise, argumente-t-elle. L'exercice du mandat doit servir la cause politique du mouvement, se défend-elle posément. La présidente écoute, prend des notes, puis donne la parole à la partie civile qui conteste la légalité des missions des assistants du Front National. Maître Patrick Maisonneuve, avocat du Parlement européen. Elle revendiquait même le fait que des assistants parlementaires puissent également faire des prestations pour le parti politique, ce qui est totalement illégal. Moi, j'en reviens à une discussion strictement judiciaire de l'usage qui a été fait des assistants parlementaires. Et Marine Le Pen poursuivra sa défense à la barre demain et mercredi. Lorsque vous cherchez à joindre le cabinet de Marine Le Pen, que vous tombez sur l'assistante de Marine Le Pen, est-ce que vous voulez parler à Marine Le Pen, la présidente du parti, la présidente du Front National à l'époque, ou Marine Le Pen, la députée européenne ? Je ne suis pas concerné par l'affaire des assistants parlementaires. Voilà, c'est dit. La justice a posé des questions naturellement à mon député, à mon employeur à l'époque, qui a répondu sur l'exercice de ma mission, et la justice n'a rien trouvé à redire sur la réalité de mon contrat. Quant à Libération, si vous voulez, les inspecteurs gadgets du procès des assistants parlementaires, ils ont comparé ce qu'ils considèrent être mon écriture avec ce qui est soi-disant mon écriture. Sauf qu'ils se sont appuyés pour comparer mon écriture sur des dédicaces qui ont été faites lors de l'envoi de cartes d'adhérents à des sympathisants, à des militants du Rassemblement national. Sauf que ces documents sont faits avec une machine. Donc ça n'est même pas mon écriture sur les documents auxquels ils ont soi-disant comparé ma véritable écriture. Donc ça ne tient pas la route. Et je tiens à vous dire que Libération est poursuivie en diffamation. Non mais la loi, ça va pas suffire. Et je pense que Bruno Retailleau le sait très bien parce qu'il a déposé lui-même l'année dernière un projet de réforme constitutionnelle au Sénat. Et même Michel Barnier, il sait très bien que ça ne va pas suffire une loi, puisque lui, il parle de bouclier constitutionnel. Parce que si vous n'inscrivez pas dans la Constitution les outils juridiques, administratifs et politiques qui vont vous permettre de véritablement régler à l'échelle européenne, mais ça ne fonctionnera pas. Vous savez, l'année dernière, on a donc travaillé sur cette petite loi immigration, au moment d'ailleurs où Dominique Bernard était assassiné, et on a fêté son triste anniversaire de sa mort hier. Et souvenez-vous, a priori, même cette loi n'aurait pas pu empêcher la mort de Dominique Bernard. De même que la loi n'a pas empêché la mort de Philippine, puisque finalement, l'assassin de Philippine peut-être qu'elle a été mal appliquée. A priori, tous les juges sont venus sur vos plateaux pour vous dire que non, elle avait été appliquée. Quand la loi ne protège plus, il faut évidemment la changer. Et s'il n'y a pas de réforme constitutionnelle, et c'est en ça que je suis assez sceptique, parce que et M. Bruno Retailleau et Michel Barnier le savent, il faut vous ne croyez pas à Mme von der Leyen constitutionnel. Vous ne croyez pas à la volonté de Mme von der Leyen? J'ai du mal à le croire. Après, effectivement, M. Barnier a raison. Dans l'air du temps, alors moi, on ne peut pas dire pour le coup que j'arrive dans l'air du temps, puisque ma famille politique porte ce projet-là depuis plus de 40 ans. Notre présence au Parlement européen a permis précisément, en raison de nos résultats, d'influer sur les décisions de l'Europe de rehausser de 35% les droits de douane. Moi, je demande le patriotisme économique et je demande qu'on puisse faire en Europe ce qui se fait ailleurs dans toutes les autres grandes puissances économiques. L'Europe est en train de devenir la proie de Pékin, la proie de la Chine. Or, moi, je ne me résous pas à ce que l'Union européenne devienne
un continent chinois par ses entreprises, par ses industries. Je pense qu'on a un génie français européen à défendre. L'automobile, c'est 13 à 14 millions d'emplois sur tout notre continent. C'est une filière d'exception, il faut qu'on le reste. Et en mettant des malus sur les véhicules automobiles, c'est pas l'industrie automobile que vous allez pénaliser, ce sont les millions de Français, les 40 millions d'automobilistes français qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler et qui, hors des grandes villes, loin de Paris et loin des grandes métropoles, ont besoin de leur véhicule pour se déplacer. Donc moi, je dénonce la politique anti-automobiliste qui a été menée par le gouvernement depuis 7 ans et qui a consisté à faire peser sur les automobilistes français toujours plus de normes, toujours plus de contraintes et désormais des normes qui sont très lourdes sur le secteur de l'automobile et qui menacent notre souveraineté. Qu'est-ce que vous attendez de l'audition de Bruno Le Maire sur ce dérapage ? Je pense que là, nous députés comme vous, journalistes, vous allez suivre ça de très très près parce que visiblement, il y a quelqu'un qui a, alors, là c'est le point d'interrogation, retenu des informations. Certains ont peut-être pas voulu prendre des décisions parce qu'il y avait les élections européennes et puis ensuite il y a eu, cerise sur le gâteau, les législatives. Donc on a mis la poussière sous le tapis sciemment, Philippe Ballard ? Je ne sais pas qui a mis plus de poussière sous le tapis que l'autre. Est-ce que on va pas faire de procès d'intention? Il y a une commission d'enquête parlementaire qui est mise en place pour 6 mois, qui va commencer, je crois, fin novembre. On va auditionner, mais visiblement pour avoir, c'est même plus un dérapage, là, c'est une sortie de route. Il y a sûrement l'aspect technique. Est-ce que les modèles économiques sont toujours adaptés? C'est une première question. Et puis il y a les informations qui remontaient jusqu'au ministre de l'économie. Vous vous souvenez qu'en février déjà, Bruno Le Maire avait annoncé 10 milliards d'économies de dépenses parce qu'il voyait les comptes déraper. Ensuite, c'est 60 milliards. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre ces premières alertes et puis la situation actuelle? Alors, j'ai regardé vos propositions pour le budget, votre contre-budget dans lequel vous proposez 15 milliards d'économies nouvelles. Vous baissez les impôts, vous annulez le report de la revalorisation des pensions de retraite, vous supprimez la hausse de la taxe sur l'électricité, vous sanctuarisez les lois de programmation sur le régalien, vous rétablissez les crédits pour la justice, pour la sécurité, idem pour la recherche. Et pour financer tout ça, vous jouez au loto? Non, pas du tout. On propose plus de 20 milliards d'efforts fiscaux concentrés, comme l'avait promis M. Barnier, sur la spéculation, la finance, les rentes, les fraudes. C'est quoi les rentes? Vous en prenez aux rentes de situation? Oui, par exemple, vous savez que depuis 10 ans, un certain nombre d'entreprises privées utilisent 20% de la production nucléaire d'EDF pour revendre cette électricité sans rien produire. Donc moi, je propose une redevance pour que ces entreprises qui ont fait beaucoup d'argent sur un bien public paient enfin leur juste part. Ça rapporte 500 millions d'euros. La plus grosse de nos mesures, c'est la taxe sur les rachats d'actions. Rachat d'actions, c'est quoi? C'est pas le petit porteur qui achète une action. Le rachat d'actions, c'est quand une multinationale a tellement de profits qu'elle se permet de racheter ses propres actions sur le marché et les annuler pour spéculer sur la valeur de ses actions et augmenter le dividende. Le gouvernement veut le taxer à 8%. Oui, non, c'est pas 8%. En fait, ils ont fait une manœuvre pour faire croire qu'ils taxent à 8%. En fait, ils utilisent via l'Europe la valeur nominale, ce qui fait qu'en taxant à 8% 30 milliards, ça rapporte que 100 millions. Et vous laisse vos taxez à auditeurs combien, faire la calcul. Nous, on calcule à 33% sur la valeur de rachat, et donc ça rapporte 9 milliards. C'est une taxe très dure. Pourquoi? Parce qu'on veut aussi faire quitus sur les surprofits. Ça fait 4 ans qu'un certain nombre de multinationales profitent de l'hyperinflation et du malheur du peuple ukrainien pour faire des profits abusifs. Malheureusement, le gouvernement n'est pas allé chercher ces surprofits. Il y a la règle constitutionnelle de non-rétroactivité de la fiscalité, mais la mesure qu'on propose permet d'en récupérer une partie. Je vous rappelle que la Cour des comptes avait établi que les énergéticiens s'étaient mis 30 milliards d'euros dans la poche des contribuables.